Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, qui est la partie 4, là, je vais terminer avec du côté plus microéconomique, donc avec le panier du travail qui rassemble là, les aspects par rapport là, à l'embauche. Par la suite, ben, on va passer plus du côté là, des taux d'intérêt, puis la prime de terme, ainsi que la transmission là, dans l'économie. Donc, du côté de la prime de terme, on va essayer de comprendre pourquoi justement ben, les investisseurs se déplacent vers des actifs qui servent de proxy, là, comme d'obligations peut-être là, à long terme. Peut-être d'un bord, bon, ils veulent aller prendre un petit peu moins de risques. On va voir ça du côté cyclique, puis du côté aussi là, des banques qui va nous servir là, de confirmation. Donc, au niveau là, du panier d'embauche, c'est quand même super important de regarder ça parce que c'est relié directement, bien évidemment, au marché du travail. Donc, si justement les entreprises sont un petit peu plus nerveuses, il y a peut-être moins de demandes, bon, les entreprises vont commencer là, peut-être à annuler ben, les missions, les contrats. Ils vont commencer là, à geler peut-être des nouveaux mandats, réduire les effectifs temporaires. Donc, les gens qui ont été embauchés là, sous forme contractuelle vont peut-être être moins importants dans l'entreprise. On va peut-être en laisser aller quelques-uns, puis finalement geler l'embauche de ce côté-là. Puis peut-être que justement, ben, les ressources humaines vont commencer à, de l'autre côté, vraiment là, préférer le personnel qui sont déjà permanents. Donc, s'il y a des nouveaux projets, ben, peut-être que les dirigeants vont choisir de se concentrer sur le personnel qui est permanent sans aller chercher là, un petit peu plus de main-d'œuvre, ce qui est le cas quand l'économie là, est vraiment en croissance puis qu'on a un besoin là, supplémentaire à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment là, une des lectures prospectives les plus claires sur la demande de main-d'œuvre parce que ben, cette demande-là va être variable. Encore une fois, je rappelle, c'est super important là, de faire attention quand même au bruit parce que ça peut bouger là, assez rapidement là, à travers le cycle. Donc, on peut prendre l'exemple, là, bon, trois entreprises qui s'occupent justement de l'embauche, par exemple, à plus court terme ou moyen terme pour se constituer là, si on veut, un panier de titres qu'on peut appeler le travail. Donc, quand que le panier surperforme, bien évidemment, les postes sont pourvus. Il ne manque pas de postes là, finalement dans l'économie. Les embauches augmentent, sont assez élevées de ce côté-là. Puis chaque projet, bien, finalement, là, est doté là, en personnel. Le pipeline d'embauche reste actif. Puis ça veut dire naturellement que le secteur, par exemple, corporatif, là, il n'y a pas de crise là, en vue. À l'inverse, quand il commence à sous-performer ici, ben, ça veut dire que les intentions d'embauche se ramollissent un petit peu. Donc, on a peut-être là, une clôture des missions au niveau de l'embauche là, contractuelle, comme j'ai mentionné. Puis, évidemment, ben, les dirigeants vont essayer de faire avec ce qu'ils ont comme effectif au lieu justement d'aller engager là, nouveaux, des nouvelles têtes là, finalement pour les nouveaux projets à venir ou en cours. Donc, ça apparaît là, naturellement vraiment avant aussi là, les données qu'on voit, là, comme par exemple, là, ça pourrait être le taux de chômage aux États-Unis, bon, au Canada, même chose, ou le NFP, par exemple, qu'on a eu dans les dernières semaines. Si je regarde justement au niveau ici du ratio, donc bon, dans les dernières années, même derniers mois, la tendance à la baisse s'est quand même accélérée. C'est ben, relativement dû aussi à l'intelligence artificielle. Donc avant, on avait une petite là, baisse de la demande. On a vu aussi là, quand même des vagues de licenciement des grandes entreprises. Puis à partir du mois d'avril, quand l'économie a récupéré, ben, on peut voir que les entreprises ont quand même là, surperformé. Donc, ils ont commencé vraiment à augmenter là, plus rapidement. Ce qui fait en sorte que, ben, évidemment, quand on a vu cette hausse-là, c'est à prévoir que les données sur l'emploi allaient sortir plus haut. Puis, naturellement, ben, par exemple, vendredi dernier, justement, les données sur le
le NFP, finalement, a sorti là, beaucoup plus haut que prévu, là, suite justement à cette hausse-là assez là, drastique qu'on pourrait qualifier là, finalement d'embauche. Donc, ça va vraiment venir avant. Encore une fois, c'est important quand même de regarder la tendance. Quand on était ici, bien, on commençait là, à se douter, on avait des petits problèmes au niveau de l'emploi. Bon, est-ce que la Fed allait devoir là, justement là, stimuler l'économie parce que peut-être on s'en allait dans une récession étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui se faisaient là, licencier et il n'y avait pas beaucoup de nouveaux emplois créés, ce que nous indique là, d'ailleurs le NFP. Donc, on a vu une hausse là, assez marquée ici dans les derniers mois. Puis, on a vu une donnée là, qui est sortie là, plus que le double. J'en avais déjà parlé dans les dernières présentations. Donc, on peut voir là, l'impact du ratio sur justement là, la demande au niveau de l'embauche. Donc, si on parle d'embauche, ben, c'est également là, au niveau directement là, au niveau des salaires. Donc, une autre donnée économique qu'on peut regarder. Par exemple, là, sur trading économique, on peut regarder là, l'augmentation des salaires. Si les salaires stagnent, ben, ça veut dire quelque chose aussi. Donc, super important de regarder ça, puis voir justement là, si les conditions commencent à se resserrer ou non. Si les salaires se fixent ou continuent d'augmenter, ou si peut-être là, une pression, là, si la pression là, salariale là, se refroidit. Donc, si le panier de travail est solide puis est relativement stable, ben, c'est compatible naturellement avec un cycle de baisse. C'est incompatible avec un cycle de baisse là, imminent et agressif. C'est ce qu'on a également vu. Donc, présentement, on est dans un cycle, on était du moins dans un cycle où la Fed allait continuer de baisser les taux. Bon, avec tout ce qui est arrivé là, du côté du Moyen-Orient, le cycle s'est arrêté, du moins s'est mis sur pause. Puis là, ben, on a des données de l'emploi qui commencent à sortir plus élevées que prévu. Donc, les deux situations là, mises ensemble là, deviennent vraiment là, incompatibles avec cette continuité-là là, du cycle de taux. Alors qu'on commence justement là, à réanticiper des hausses d'ici la fin de l'année, puis en 2027. Puis à l'inverse, ben là, si le ratio là, et le panier se retournent, ben ça soutient là, un bull steepener pour les raisons là, opposées. Donc, ce qu'on peut faire ensuite de ça, on peut mettre justement là, le panier des directeurs d'achat que j'avais mentionné dans la dernière présentation, puis le panier de travail. Donc, ça fonctionne comme en double moteur, puis on a vraiment une idée claire de ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, des industries. Évidemment, là, bon, on ne travaille pas nécessairement là, dans chaque entreprise. Là, il y a des situations différentes, mais au niveau global, au niveau du marché, ça nous donne vraiment là, une bonne idée en intégrant ces deux choses-là. Donc, tout ce qui est au niveau des commandes, puis par exemple des embauches, puis du recrutement, puis on a de l'expédition, là, puis évidemment, il y a le CAPEX, comme j'avais mentionné. Donc, mettre ces deux-là ensemble nous aide à avoir une vue là, d'ensemble avant même que les données économiques au niveau de l'emploi commencent à changer. Donc, si par exemple les demandes au niveau des projets, donc le directeur d'achat augmente, puis le travail augmente aussi, ben on est quand même en croissance, donc il peut y avoir une certaine là, reflation, les commandes sont bonnes, le CAPEX, on embauche. Donc, il faut quand même être prudent là, avant de, par exemple, là, bon, faire le risque. Comme j'ai mentionné, il ne faut pas juste regarder ces deux choses-là, il faut aller voir aussi là, dans la façon globale puis la toile de fond du marché. Si par exemple, au niveau du panier des directeurs d'achat, bon, il y a peut-être moins d'achats, moins de projets en cours, puis le marché du travail commence à baisser, ben là, les deux ensemble, c'est vraiment là, une peur sur la croissance. Donc, ça viendrait là, devancer un cycle où la croissance vient ralentir, puis où ben, on pourrait peut-être commencer à se pencher là, sur les obligations parce qu'éventuellement, ben, peut-être que les banques centrales commenceraient à baisser les taux d'intérêt pour stimuler l'économie.
Si on est dans un signal là, plutôt mix, ben là, c'est toujours important de faire attention. Là, si on a quand même des investissements, mais il n'y a pas nécessairement d'embauche, ben on est dans le concept que je mentionnais tout à l'heure où les entreprises décident de faire avec la main-d'œuvre qu'ils ont là, permanente, donc actuellement, sans nécessairement là, aller chercher plus pour développer des nouveaux projets. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est dans un ralentissement ou qu'on s'en va là, en récession. Des fois, c'est simplement une pause à l'intérieur du cycle qui nous montre une croissance quand même là, relativement stable. Puis, bon, si le travail augmente avant la demande, ben, ça mentionne une reprise là, des services. Donc, on va engager beaucoup de monde. Puis après ça, ben, on commence les projets. Là. Fait que les commandes vont se faire par la suite du côté des directeurs d'achat. Parce que, bon, on va pas commander, exemple, on a un projet, là, peu importe c'est quoi, là, de construire quelque chose, on va pas nécessairement commander là, les outils, les choses utiles là, pour la construction avant même d'avoir là, la main-d'œuvre pour la compléter. Ça va juste être du stock qui va traîner, là, par exemple, en entrepôt là, pour rien. Donc, l'embauche va se faire avant de débuter les projets. Puis par la suite, quand on va avoir les effectifs nécessaires, les commandes vont se faire, puis le projet, par exemple, va pouvoir débuter. Puis la règle importante, là, c'est de laisser justement là, ces deux ratios-là, donc les entreprises qui travaillent, qui créent des projets, qui expédient des produits, puis ces mêmes entreprises-là qui vont recruter des gens pour compléter ces projets-là, nous dire la situation. Donc, regarder les deux ratios ensemble, nous dire vers où on s'en va. Puis on peut aligner ça après là, aux courbes de taux d'intérêt, puis au taux d'intérêt à court terme. Donc, STIR ici, ça veut dire là, Short Term Interest Rate, si vous posez la question, puis il y a souvent ça là, dans les présentations. Puis on peut également là, aligner ça avec, par exemple, les écarts de crédit pour nous donner un signal là, encore plus clair. Donc maintenant, je vais passer au cyclique versus les proxys obligataires. Donc, on a vu là, la portion là, un petit peu plus micro, puis au début, là, bon, macro avec la rotation entre les secteurs plus cycliques, défensifs, puis tout ça. Maintenant, on va regarder vraiment un autre aspect qui va toujours travailler là, en toile de fond avec le cycle économique, puis qui va être directement là, connecté au taux d'intérêt. Donc, c'est de voir un petit peu là, ce qui gouverne silencieusement là, les tendances derrière, puis dans la toile de fond. Puis où je veux en venir avec ça, là, c'est que faut essayer d'être en mesure de mesurer le confort du marché avec le prix de l'argent. Donc ça, c'est super important. Le prix de l'argent, bien évidemment, c'est les taux d'intérêt. Donc, si on a une idée de comment le marché interprète les taux d'intérêt, les hausses, les baisses, à quel niveau là, on va se diriger, puis tout ça, ben, c'est là que ça va devenir vraiment pertinent, puis on va pouvoir être en mesure de comprendre là, comment le capital circule encore mieux. Puis, plus particulièrement, là, la partie longue de la courbe. Donc, pour ce faire, ce qu'on peut faire, c'est justement de reprendre les secteurs cycliques, puis aller chercher des proxys obligataires. Donc, quand je parle de proxys obligataires, c'est des secteurs qui vont être similaires à des obligations, donc il va avoir justement des revenus un petit peu plus fixes que du côté cyclique, où est-ce qu'on a des entreprises là, un petit peu plus là, de croissance, avec peut-être des cash flows là, un petit peu moins réguliers. Donc évidemment, quand que les investisseurs se dirigent vers les proxys obligataires, ça veut naturellement dire qu'on cherche un petit peu moins de risques. Donc on va se diriger vers un système où le marché est plus sensible là, au taux d'intérêt. Comme on avait vu par exemple là, en 2022, puis je vais vous présenter quand même un exemple là, tout de suite après là, cette slide-là. Puis si on se déplace vers le cyclique, ben, ça veut dire que le marché en soi vient accepter la prime
puis le marché va tolérer là, un taux d'intérêt plus élevé. Puis, je vais vous présenter ça ici là, pour vous donner vraiment une idée claire de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, ici, j'ai finalement là, les secteurs cycliques, puis proxy obligataire. Bon, j'ai mis les différents secteurs cycliques, puis les différents proxys. Puis, même chose, là, c'est une division que j'ai fait pour trouver là, notre ratio, puis voir justement là, la tendance. Donc, comme on peut voir ici, la tendance est présentement quand même relativement neutre. On a vu évidemment dans les derniers jours, suite aux données sur l'emploi, une chute quand même drastique. Donc, ça impliquait que justement le marché était un petit peu plus inquiet, puis allait avoir là, un petit peu plus de pression de la part des taux d'intérêt. Donc, présentement, ben, c'est les taux d'intérêt qu'il faut regarder. Étant donné qu'on est dans un petit peu un tournant puis un entre-deux, ben, c'est là que le marché va vers là que le marché va se tourner parce qu'on ne sait pas encore si la Fed va devoir augmenter ou va être en mesure de laisser là, le cycle sur pause au niveau des taux d'intérêt, par exemple. Donc, si j'ajoute ici, par exemple, le marché, que je vais mettre en rouge, et puis, ouais, les taux d'intérêt, bon, j'ai mis les taux d'intérêt 10 ans pour qu'on ait une bonne idée. Je vais juste enlever ça ici, juste pour que ce soit plus simple. Donc, on n'oublie pas, en bleu, on a notre ratio entre le cyclique puis les proxys obligataires. En rouge, on a le S&P 500, donc j'ai pris SPX. Puis en vert, on a les taux d'intérêt sur les obligations 10 ans aux États-Unis. Puis si je reviens, par exemple, dans la période que j'ai mentionnée tout à l'heure, donc on prend ici, le décembre 2021. On avait ici le début, l'augmentation des taux d'intérêt suite à le début des annonces là, de la Fed, comme quoi il allait commencer à augmenter les taux d'intérêt. Puis là, on voit que ça a très bien là, commencé à affecter le marché. Notre ratio baissait, ce qui indiquait que c'était les taux d'intérêt en soi qui mettaient aussi la pression sur le marché. Les gens allaient chercher là, vers le proxy obligataire parce qu'il y avait un plus grand risque au niveau des taux d'intérêt. Le marché a baissé. Puis ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'en faisant monter les taux d'intérêt, on est arrivé à un stade ici un petit peu plus haut. Donc là, pour certains, là, probablement qu'il y en a qui se souviennent que bon, les gens paniquaient un petit peu. On avait des taux là, quand même plus élevés là, de façon historique là, de les dernières années. Bon, j'ai pas jusqu'à 2008, mais on serait vraiment à peu près au même niveau avant ça. Donc, même avant 2008, si je ne me trompe pas. Donc, on avait des niveaux un petit peu plus élevés là, de manière historique. Donc, les gens paniquaient un petit peu. Par contre, si on voit notre ratio, ben, le ratio a commencé à augmenter. Donc, ce que ça l'indiquait, évidemment, ben, ça concordait un petit peu avec le bas aussi du marché en 2022. Donc, ça l'indiquait que le marché était prêt à prendre plus de risques au niveau des taux d'intérêt, donc qui acceptait le fait que les taux s'étaient stabilisés plus haut. Puis c'est exactement la même chose ici. Oui, évidemment, les taux d'intérêt mettent quand même de la pression sur le marché. Par contre, c'est pas parce qu'on s'arrête à des niveaux plus hauts que le marché ne peut pas repartir. Donc, il ne faut pas nécessairement que les taux d'intérêt fassent des nouveaux bas pour que le marché puisse continuer à augmenter. Puis c'est ce que le ratio là, nous indique ici. Donc, c'est super pertinent pour ne pas être pris dans le bruit puis se dire que bon, les taux sont à 5%. C'est la fin du monde, le marché va tomber, on va perdre 20, 30, 40, 50%. Donc, vraiment regarder ça pour nous donner là, une meilleure idée. Puis, éviter de se laisser avoir là, par les nouvelles, le bruit, puis tout ce qui vient avec ça dans l'objectif de faire puis de prendre des meilleures décisions, là, autant à court terme, à moyen terme qu'à long terme. Je vais juste enlever ça ici.
mettre la moyenne. Donc, encore une fois, on peut mettre là, une moyenne mobile pour nous indiquer un petit peu là, la tendance. Mais ici, ça va être sûrement, surtout là, la rapidité aussi des mouvements qu'il va falloir le surveiller. Donc, si on est quand même à un niveau. Mais bref, ça va être vraiment important de regarder la tendance. On avait vu ici une certaine baisse là, suite au début là, du conflit au Moyen-Orient, étant donné que bon, ça impliquait éventuellement peut-être une hausse de taux d'intérêt, comme j'ai mentionné là, tout à l'heure. Donc, un autre ratio super important pour regarder là, du côté du levier puis versus là, la duration. Puis ici, ben, ça réexplique un petit peu là, tout ce que je viens de mentionner. Donc, quand le ratio est en hausse, ben, le marché nous dit qu'il peut vivre avec des taux d'intérêt à long terme plus élevés parce que les investisseurs ben, continuent de choisir la cyclicalité versus là, l'abri de la duration au niveau des proxys obligataires. Puis ça veut aussi dire que ben, la prime de terme va se raffermir à cause là, du même principe. Si le ratio baisse, bien, comme j'ai mentionné, c'est vraiment l'inverse. Donc, les investisseurs sont prêts à payer un petit peu plus pour la stabilité parce qu'il y a probablement une certaine incertitude là, au niveau des marchés obligataires puis des taux d'intérêt au niveau du cycle de baisse ou de hausse de la part là, des différentes banques centrales, un petit peu là, comme on voit là, actuellement puis dans les dernières semaines, derniers mois. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que le marché va chuter si le ratio chute. Ça peut seulement être une rotation là, temporaire. Puis ici, j'ai mis bon, les numérateurs qu'on peut utiliser comme cyclique puis comme proxy là, obligataire. Puis éviter ben, l'erreur courante qu'on pourrait tous assumer, là, incluant moi. Ça ne veut pas dire que si le ratio augmente, que les actions vont augmenter, puis vice-versa ici. Donc, vraiment regarder si les taux d'intérêt ben, suivent le ratio. Donc, voir si les taux augmentent, puis le ratio diverge, ben, ça veut dire que la tolérance tient. Mais ça ne garantit pas nécessairement là, la direction des indices boursiers, là, évidemment. Puis de l'autre côté, on va pouvoir observer donc le même type de transmission, mais cette fois-là, là, du côté des banques versus les proxys obligataires. Donc, le ratio précédent m'a montré vraiment du côté cyclique versus proxy obligataire. Donc, c'est un aspect qui est, on va dire, un petit peu plus théorique versus du côté des banques. Mais ça veut dire que les banques commencent à être affectées là, par le côté obligatoire, puis peut-être la variation, l'augmentation des taux d'intérêt ou la diminution des taux d'intérêt. Je rappelle, au niveau des banques, les taux d'intérêt, ben, finalement, là, c'est directement relié à leur principale source de revenus qui est le crédit, par exemple, là, l'épargne. Donc, ces choses-là doivent être balancées au niveau des bilans pour que les banques puissent continuer là, à être profitables sur le court, moyen puis long terme. Donc, le ratio ici ben, nous montre si justement ben, on augmente, ça veut dire que le financement est stable, donc il n'y a pas trop de variations, ce qui causerait peut-être un risque au niveau des profits des banques. Puis à l'inverse, ben, si le ratio baisse, ben, on a peut-être un doute au niveau des bilans, peut-être que le crédit commence à se resserrer. Donc moins de prêts implique également là, un petit peu moins de profit au niveau bancaire. Parce que les gens sont moins en mesure d'aller ben, justement contracter des prêts pour acheter l'immobilier, maison, au niveau des entreprises, débarrer des nouveaux projets. Donc tout ça mis ensemble fait en sorte que le crédit là, serait plus serré et qui conditionnerait le marché, là, ben, finalement le secteur bancaire là, à faire moins d'argent au bout de la ligne. Donc c'est un petit peu là, le même principe. Comme j'ai dit, là, on passe vraiment au compte finalement du bilan directement des banques parce que c'est vraiment leur métrique, puis comment ils se servent des taux d'intérêt pour faire là, de l'argent.
Donc vraiment, là, super important. Ça veut passer par le coût de financement, justement, la création de crédit, comme j'ai dit, puis la confiance qui vient avec ça là, dans le bilan des banques. Parce qu'une banque ben, reste une entreprise. Donc, si les financements, les épargnes, tout ça deviennent être débalancés, ben, ça devient de plus en plus compliqué de leur côté là, pour la gestion, puis ça vient créer là, certains risques. Donc, évidemment, quand le ratio augmente, ben, c'est bon, ça veut dire qu'il y a une certaine stabilité, une certaine stabilité. Si le ratio vient à baisser, ben, ça veut dire que les investisseurs préfèrent avoir là, un proxy obligataire versus un canal direct là, au crédit, ce qui s'applique là, aux banques, qui prêtent directement là, l'argent là, aux entreprises ou aux particuliers. Ça va être important de regarder là, justement si nos deux ratios ici, là, entre le cyclique, les banques, puis les proxys obligataires là, vont diverger. Parce que par exemple, ben, on avait eu là, la Silicon Valley Bank en mars 2023, si je ne me trompe pas, qui avait fait justement, là, ben, les deux avaient divergé. Ça impliquait que c'était vraiment là, plus les banques régionales qui étaient visées, mais on n'avait pas un risque là, dans tout le système là, obligatoirement. Donc, c'était une opportunité justement là, d'achat. Les deux divergeaient. Puis ça nous montrait que d'un côté, le marché n'avait pas nécessairement raison. Là, c'était vraiment un choc plus à court terme ciblé sur cette banque-là d'ailleurs. Donc, si on regarde actuellement, bon, on se déplace présentement entre ces deux types de régimes-là par rapport au ratio que je viens de mentionner. Donc, c'est sûr que si on regarde dans la dernière semaine, on est vraiment plus ici, étant donné là, le NFP qui est sorti là, beaucoup plus haut que prévu. Donc, la croissance est toujours bonne. Par contre, là, on cherche une certaine sécurité. Donc, les proxys obligataires là, ont commencé à monter un petit peu, comme on pouvait voir là, ici. Abaisser, je veux dire. Donc, les proxys obligataires là, augmentait, ce qui me fait baisser là, naturellement notre ratio. Est-ce qu'on va rebaisser un petit peu? Peut-être le temps là, de repricer certaines hausses, peut-être de la part là, de la Fed, où on va se stabiliser, puis commencer peut-être à remonter selon le risque, là, encore une fois, au niveau du conflit au Moyen-Orient, puis les nouvelles données qu'on va avoir là, autant du côté de la Fed que les données économiques sur l'emploi, puis l'inflation. Donc, encore une fois, super important là, de suivre les différentes métriques. Donc, on est vraiment plus ici actuellement, là, je dirais sur le court terme, mais rien ne nous empêche de revenir dans le risk-on ici, parce qu'on reste quand même avec une croissance là, qui est confortable pour l'instant. Par contre, si la croissance venait éventuellement à fléchir, ben là, on pourrait se rediriger dans une période un petit peu plus là, de stress. Puis tout dépendant là, si le côté obligatoire est en demande ou non, ça va nous montrer là, dans quel type de régime on va être. Donc, on peut ben, finalement là, se faire des scénarios par rapport à ça. Je ne vais probablement pas tout rentrer là, dans les détails tout de suite. Puis, je vais continuer là, de ben, vous partager les différents signaux. On a fait quand même là, beaucoup le tour là, des signaux internes. On a les courbes de taux d'intérêt. Bon, j'ai les premières vidéos que j'ai faites ça sur la chaîne nous les expliquent un petit peu aussi. Les spreads de crédit, j'en ai parlé quand même beaucoup. Les taux d'intérêt à court terme sont super importants encore une fois à suivre parce que ça va tout être relié là, au flux aux différents là, flux de capitaux dans le marché. Puis je voulais rappeler que bon, c'est sûr que ça fait beaucoup d'informations là, au niveau de la série. C'est déjà là, la quatrième présentation, puis il y a beaucoup de ratios mis ensemble. D'ailleurs, on le voit ici, là, si je les sépare, on a tous les différents ratios qu'on peut regarder. Puis ceux-là ici, par exemple. Mais ça nous donne une idée, donc je vais regarder là, pour justement là, ben, peut-être coder tout ça, puis mettre ça ensemble pour avoir un signal là, un petit peu plus clair que je pourrais partager éventuellement. Donc, mettre tout ça ensemble pour nous montrer que quand les tendances se renversent,
à la hausse ou à la baisse, ben, on va pouvoir être en mesure d'aller prendre des positions là, qui vont avoir plus d'impact sur notre portefeuille, puis avoir un signal là, beaucoup plus clair, comme j'avais mentionné, là, avec notre prisme où on met tous les signaux ensemble pour aller prendre des positions. Donc, je vais faire là, une nouvelle présentation qu'on va encore une fois là, rajouter d'autres proxys, d'autres ratios qu'on va pouvoir encore une fois là, stacker ensemble pour aller chercher un signal. Je rappelle que vous pouvez toujours m'écrire si vous avez des questions dans les commentaires ou en privé là, directement sur Substack. Puis comme j'ai dit, là, ben, je vais commencer justement là, à tout coder finalement les indicateurs pour les rassembler ensemble, puis vraiment avoir une vision plus claire là, du régime. Puis quand je vais vous présenter ça, là, probablement dans quelques semaines, quelques mois, vous allez avoir là, une meilleure idée, puis vous allez pouvoir là, ben, peut-être prendre même des meilleures décisions là, au niveau de vos investissements à court puis à long terme, malgré qu'il n'y a rien que je présente actuellement qui est une recommandation financière. Donc, voir le disclaimer là, dans la description de la vidéo. C'est juste des choses que je rassemble, que je mets ensemble, puis que, bon, avec l'apprentissage que je fais, je vais finalement là, me développer un edge au niveau du marché financier. Pour ce qui est des marchés, des taux d'intérêt, des marchés obligataires, les indices, puis tout ça, donc ils vont venir ensemble là, également là, au niveau là, des différents marchés, des taux de change. Donc, je rappelle, il y a beaucoup d'informations. Par contre, vous allez voir qu'à long terme, ça va vraiment faire du sens. Super important là, si vous voulez prendre des notes, si jamais vous avez des questions. Il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez reculer la vidéo, m'écrire comme je vous ai dit là, en privé ou dans les commentaires. Puis également, j'accepte toute forme là, de recommandations. Si vous avez des choses que vous avez peut-être moins aimées, des choses qui étaient moins claires, que vous voudriez que je vous explique dans les prochaines vidéos, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Puis sur ça, là, on se dit là, dans la prochaine vidéo.